Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours d'échecs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui se trouve surtout dans les finales, les fins de partie, qu'on appelle la forteresse. Alors, la forteresse, c'est un vocabulaire un petit peu militaire, mais ça s'applique à une situation en finale, en fin de partie, qui permet de trouver un moyen de faire match nul, égalité, quand on est mal parti, notamment quand on a un désavantage matériel. Alors, cette technique de la forteresse, elle peut s'appliquer dans différentes situations. L'idée, en fait, est de construire une espèce de château fort, de forteresse, donc, dont on ne peut pas être expulsé et qui empêche l'adversaire de gagner malgré un déficit matériel énorme. Alors, pour arriver à construire cette forteresse, il y a deux choses. D'une part, il y a ce qu'on appelle des forteresses théoriques, c'est-à-dire des fins de partie qui, malgré un déficit matériel évident, sont quand même match nul pour diverses raisons. Parce que l'adversaire ne peut pas réaliser ses plans, parce que l'adversaire n'a pas assez de matériel, parce qu'il y a des menaces de pattes récurrentes qui empêchent l'adversaire de gagner. En tout cas, il y a des forteresses théoriques. Voilà. Et il y a aussi des forteresses qui sont plus difficiles, donc en l'espèce à mettre en place. C'est des forteresses qu'on construit soi-même. Alors, pour arriver à construire une forteresse, il faut prendre en compte un certain nombre de critères et je vais essayer de vous les expliquer dans cette vidéo. Alors, je vous rappelle que pour cette vidéo, je vous conseille, quand je mets un diagramme à l'écran, je vous conseille de mettre pause, de réfléchir un petit peu par vous-même à la position et ensuite d'écouter les explications et les solutions. Comme ça, ça vous permettra d'avoir votre idée personnelle sur les positions. Alors, là, je vous ai mis une position assez connue de la théorie des échecs. C'est une finale avec un roi, un pion et un fou contre un roi tout seul. Alors, il faut savoir déjà, ça c'est des connaissances à avoir. Si on les a, ça permet d'éviter de calculer et d'être certain à 100% du résultat final. Il faut savoir que roi, pion et fou contre roi, ça doit gagner, bien entendu si le pion ne se fait pas prendre directement, ce qui n'est pas le cas ici, ça doit gagner à peu près à tous les coups. Le pion soutenu par le roi et le fou, bien sûr, il ne doit pas avancer tout seul, il doit être soutenu par ses autres pièces, mais le pion soutenu par le roi et le fou est censé pouvoir aller se promouvoir en dame assez facilement. Quand c'est des pions de côté, c'est-à-dire les pions A et H, c'est beaucoup plus compliqué en raison, vous allez voir pourquoi, en raison du risque de patte. Le roi noir peut assez facilement se créer une situation où lui-même est patte. Alors, la chose à savoir, c'est que pour gagner, il faut que le fou soit de la couleur de la case de promotion. Ici, les blancs ont un fou de case blanche, donc qui travaille sur les diagonales blanches, et la case de promotion est une case noire. Et bien ça va pas. Les blancs ne peuvent pas gagner, c'est match nul, grâce à une technique de forteresse. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Ici, pour réaliser cette forteresse, déjà, il faut bien comprendre quelque chose, ça c'est très important aux échecs, c'est que ici on joue, mettons-nous dans la peau des noirs, on joue pour faire nul. Ici c'est évident, on ne peut pas gagner, on n'a pas de pièces. Mais pour réussir une bonne forteresse, il ne faut absolument pas essayer de gagner, parce qu'on va casser nos défenses si on essaye de gagner. Il faut se recroqueviller en défense, trouver une espèce de système inexpugnable et s'y tenir. Voilà. Alors bien sûr, il faut avant vérifier qu'il n'y a aucune faille dans notre défense. Donc ici, on sait qu'on va faire match nul, hein. Enfin, on va essayer de faire match nul, on ne peut pas faire autrement. On sait que pour faire match nul, il faut empêcher le pion de se promouvoir en dame. Si les blancs font dame, ils ont gagné. Voilà. Donc la technique ici, elle est extrêmement simple. C'est vraiment la forteresse la plus basique de la théorie des échecs, je pense. Il suffit d'amener le roi devant le pion. Voilà, par exemple ici en H8, et le roi va osciller entre H8 et G8 toute la partie, sans rien faire, sans bouger. Et ça, c'est une forteresse imprenable. Les blancs ne peuvent pas progresser. Alors, ils ont plusieurs techniques pour essayer d'avancer. On va regarder, je vais vous montrer un exemple, mais vous pourrez essayer chez vous. Vous verrez qu'il n'y a aucun moyen de gagner si les noirs adoptent cette stratégie. Je mets mon roi au point, je ne bouge pas. Imaginons par exemple, bon, les blancs avancent leur roi, les noirs se dirigent vers le point, les blancs jouent roi G3, les noirs se dirigent vers le point, roi G4, roi H. Voilà. La première phase du plan est faite, elle ne pouvait pas être empêchée. Si les blancs avaient mis leur fou sur la case B3, eh ben, les noirs auraient fait un petit chemin sur les cases noires et ça aurait été similaire. Donc ici, les blancs, imaginons qu'ils se décident à avancer le pion, H5, roi G8, roi G5, roi H8, H6, roi G8, roi G6. Roi H8, je continue. Et là, on voit qu'il n'y a pas de solution.
pour les blancs. Si les blancs se décident à pousser H7, patte, match nul. S'ils se décident plutôt pour quelque chose comme fou B3, patte, match nul. S'ils bougent leur roi, roi F7, toujours patte, match nul. Et s'ils vont et viennent avec leur roi, je continue ma technique de défense sans bouger. Roi G8, roi H8. Dès que le roi blanc va s'approcher d'un côté ou d'un autre, il y aura des pattes. Voilà. Là, par exemple, c'est match nul. Et si le fou change de diagonale, par exemple, se met en B3, je reviens en H8. La case H8, les blancs ne peuvent jamais y accéder. Si le roi se met en G6, c'est patte. En G5, je recommence mon mouvement de balancier comme ceci. Et il n'y a aucun moyen de progresser. Dès que le roi se rapproche, c'est patte. Dès que le pion avance, il se fait prendre. Il n'y a pas de solution. Donc ça, c'est une forteresse très classique et assez simple à mettre en œuvre une fois qu'on la connaît. Alors, il faut savoir que si le fou était un fou de case noire, bien sûr, il ne peut pas se déplacer sur une case noire, mais si le fou était un fou de case noire, la partie serait gagnée pour les blancs. Je vais vous proposer maintenant un nouveau diagramme pour continuer sur cette idée de forteresse. Voilà, la nouvelle position, donc on peut s'arrêter une seconde sur l'équilibre matériel. On voit que les blancs ont un avantage matériel. Ils ont roi et dame, ce qui correspond à peu près à 10 points, contre roi, tour, pion, 6 points. Donc c'est un avantage matériel très conséquent, 4 points de plus, et normalement, en finale, ça suffit largement pour gagner. Par exemple, 4 pions de plus, normalement, devraient gagner très simplement. Ici, ce qui est particulier, c'est que les noirs peuvent établir une forteresse. Alors, je vais essayer de vous détailler le raisonnement des noirs dans cette position. Déjà, les noirs, il faut savoir que si les noirs perdent leur pion, la finale roi-tour contre roi-dame est perdante. La dame, en utilisant donc les diagonales, les verticales et les horizontales, a plus de potentiel que la tour, il ne peut pas utiliser les diagonales, et le roi noir va petit à petit se trouver dans un réseau de maths. Les blancs vont alterner des menaces de gain de la tour en attaquant la tour, en menaçant des fourchettes, des enfilades, des clouages sur la tour, et attaquer le roi en utilisant eux-mêmes leur propre roi pour créer un réseau de maths. C'est un petit peu long, c'est pas si simple, mais ça gagne. Donc les noirs doivent savoir que leur pion, ils doivent le garder. Donc déjà, la première chose à faire, c'est qu'ils doivent se dire, ça c'est très important, qu'il ne faut surtout pas essayer de gagner. Essayer de gagner, ça serait catastrophique, parce que pour essayer de gagner, il faudrait qu'ils poussent leur pion. S'ils poussent leur pion, ils vont l'affaiblir, ils vont le perdre, et ils vont perdre la partie. De toute façon, on imagine bien que le pion ne fera pas dame ici. Vous imaginez le trajet qu'il doit franchir pour arriver jusque-là, il n'y arrivera jamais. Donc il ne faut pas essayer de gagner. Il faut essayer de ne pas bouger. Et il faut se demander, ça c'est le plus important, comment les blancs peuvent-ils gagner cette partie? Ou, puisque je me mets à la place des noirs, comment je pourrais perdre? Donc, je viens de vous dire, pour perdre, il faudrait perdre ce pion. Pour perdre ce pion, je vais toujours le défendre avec le roi. Ça c'est sûr. Mon roi, même si la dame me fait des échecs, je vais tourner autour du pion, elle me fait des échecs, je tourne autour du pion, elle me fait des échecs, je tourne autour du pion. Le roi trouvera toujours une case autour de son pion pour le défendre. La dame peut facilement l'attaquer, certes, mais il y aura une attaque contre une défense. Ça sera insuffisant. Donc, je poursuis mon raisonnement à partir de la position de départ. Pour perdre cette partie, il faudrait que le roi blanc, d'une manière ou d'une autre, réussisse à s'approcher du pion noir, je ne sais pas où, n'importe où, puisse l'attaquer, et qu'il combine une attaque roi et dame contre le pion E7. Si la tour, dans cette hypothèse, ne peut pas le défendre, je vais perdre le pion et je vais perdre la partie. Donc, pour faire nul dans cette position, je dois absolument empêcher le roi blanc de se rapprocher du pion E7. Et donc, je dois empêcher le roi blanc de franchir la 6e rangée. Vous voyez, cette 6e rangée, c'est la ligne la plus importante. Le roi blanc ne doit jamais franchir cette ligne. Pour réussir à ça, il y a une pièce importante, la tour. La tour va servir de bloqueur, de blocage. Elle ne va pas bouger, elle va osciller, elle profite du fait que le pion E7 contrôle les cases D6 et F6, et elle va osciller tout le temps entre les cases D6 et E6, sans rien faire. Et on peut se mettre à la place des blancs maintenant et se dire, est-ce que je peux casser cette défense? J'ai un avantage matériel énorme, mais il faut que je gagne. Pour gagner, je dois faire échec et mat. Et pour faire échec et mat, en fait, j'ai besoin de mes deux pièces, le roi et la dame. Si le roi ne peut pas accéder au pion, eh ben, j'arriverai pas à casser la défense. Et on peut regarder, on peut tourner pendant des heures et des heures, enfin, des coups et des coups. Il n'y a pas de moyen de gagner. Si le roi se rapproche, je ne fais rien.
je continue à attendre. Et là, on voit que le roi ne peut pas passer. Alors, bien sûr, il peut faire autant d'échecs qu'il veut. Moi, je me débrouille pour rester à côté de mon pion. Je tourne autour du pion. Et c'est incassable. Alors, bien entendu, les blancs peuvent aussi attaquer 2 fois la tour. Okay. Mais j'ai même pas besoin de la défendre parce qu'en cas d'échange général, eh ben, on arrive à une position roi contre roi, match nul. Donc ça, c'est une forteresse assez simple en fait. Le mécanisme, il est simple. La forteresse, en fait, le mécanisme est toujours simple. 9 fois sur 10, il faut rien faire. Simplement, il faut bien la construire. Il faut comprendre quel est le coup de défense et faire très attention à toutes les possibilités pour les blancs pour la casser. Si on voit qu'il n'y a pas de manière de casser cette forteresse, eh ben, on essaye de s'y tenir. Et il ne faut pas changer d'avis au milieu du guet. Par exemple, je vous donne un exemple, une erreur à ne pas commettre. Si je mets cette position-là, imaginons que les blancs ne fassent rien. Moi, je me contente d'attendre. Les blancs décident d'aller se promener avec leur roi. Je ne fais rien. Les blancs s'éloignent. Là, si je me dis, oulala, mon adversaire me donne une chance, il recule avec son roi, je vais tenter quelque chose avec mon pion, je joue ça, eh ben, ce serait une très mauvaise décision parce que maintenant, les blancs pourraient changer d'avis, revenir avec leur roi, et la présence du pion E5, ça rend beaucoup plus facile la percée du roi. Alors, je dis pas que c'est simple, mais malgré tout, le roi pourrait monter, se cacher plus facilement sur le côté du pion et essayer de le prendre. Par exemple, là, il va y arriver certainement. Voilà, donc par rapport, je remets la position de départ, vous décidez de votre construction défensive et vous ne changez pas d'avis. Je vais vous montrer maintenant un nouvel exemple, toujours le thème de la forteresse. Voilà. Je vous ai mis un échiquier, une position un peu plus complexe, un peu particulière, qui arrive rarement dans une partie, mais malgré tout qui est assez instructive. Il y a des chaînes de pions assez spectaculaires de part et d'autre. Vous voyez l'espèce de V construit par les noirs sur les cases noires, et les blancs aussi ont des chaînes de pions. Voilà. Alors, première chose, il faut savoir qui joue pour le gain dans cette partie, qui semble avoir l'avantage. Et bon, un examen rapide permet de voir que les noirs ont un avantage matériel assez sérieux. C'est-à-dire que chaque camp a bien sûr ses 8 pions, son roi, un fou de cases noires chacun, mais pour contrer, disons, les 2 tours des noirs, les blancs n'ont qu'un fou. Donc si on a une analyse purement matérielle, les noirs mènent 10-3 en fait. Donc un avantage matériel énorme. Alors, les blancs doivent se dire comment je peux annuler cette partie. Alors, une erreur à ne pas commettre, ça serait de tenter d'attaquer ici. Par exemple, un coup comme fou E2, échec au roi, serait mauvais. L'adversaire, on se dit, je fais une enfilade, bonne idée, mais l'adversaire se contenterait de jouer C4, et après, il profiterait, les lignes vont s'ouvrir ici à l'aile dame, il y a des échanges qui vont se passer entre les pions, les tours auront des lignes pour pénétrer, et la position des blancs va s'écrouler. Ici, les blancs ont un avantage, c'est qu'on s'aperçoit déjà que les noirs ont un fou de case noire qui est totalement emmuré par ses pions. Voilà. Et les tours, comme les 8 pions sont sur l'échiquier, n'ont aucune colonne ouverte où elles pourraient attaquer le roi des blancs. Donc, ce qu'il faudrait, si on se met à la place des blancs, ça serait d'essayer de fermer totalement la position pour que les pièces noires, malgré le fait qu'elles soient plus nombreuses, ne puissent pas entrer dans la position et attaquer le roi des blancs. Ici, dans ce diagramme particulier, il y a une combinaison assez jolie qui permet de fermer totalement la position, de fermer le coffre-fort. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous avez les blancs. Ici, l'énoncé du problème pourrait être « les blancs jouent et font match nul ». Voilà. Alors, voilà. Déjà, je pense que vous avez compris que tous les multiples échanges possibles, pion prend A3, pion prend B4, pion prend C5, pion prend F6, pion prend D6, tous ces échanges, en fait, ça joue plutôt en faveur des noirs parce que ça va ouvrir des lignes. Plus j'échange des pions, plus les noirs, par exemple, vont pouvoir rentrer. Là, déjà, j'ai ouvert la colonne B. Quand le roi va se décaler, la tour ensuite va rentrer et ça sera la catastrophe. Tous mes pions vont sauter les uns après les autres. Donc, je dois surtout pas ouvrir les lignes, je dois les fermer. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps de les fermer directement. Par exemple, si je commence par jouer B3, mon adversaire directement va prendre ici échec au roi, le roi va devoir partir, et puis ensuite, il peut prendre ce qu'il veut, soit en E5, soit en D4, et les tours vont rentrer. Ici, j'ai une combinaison basée sur un sacrifice qui me permet de tout fermer. Regardez bien, je joue l'étonnant fou A4 échec.
Alors déjà, je profite du fait que l'adversaire n'ait pas de solution. Il a deux coups légaux. Alors, on peut regarder déjà roi C4, un coup un peu bizarre, mais on va regarder. Sur roi C4, je peux répéter la position. Fou B3 échec, il n'a pas d'autre coup légal que de revenir ici en B5. Et je réitère fou A4. Donc, soit il fait match nul. Bon, a priori, les noirs essayent de gagner, donc ils ne vont pas jouer ça. Ils vont prendre le fou. Donc, vous voyez ici que l'avantage matériel s'accroît pour les noirs. Mais maintenant, j'ai réussi à mettre le roi sur une case où je peux l'attaquer. Ce qui fait que je vais essayer de fermer la position, comme je ferme les serrures d'un coffre-fort, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune voie d'accès pour les pièces noires. Regardez bien cette série. B3 échec. C'est une sorte d'escalier que je vais remonter. Roi B5 forcé, C4 échec. À cause du fou de case noire, il est obligé de s'enfuir en C6. D5 échec. Il est obligé de s'enfuir ici en D7. Et là, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Si je jouais fou prend fou, par exemple, pour essayer de sauver ma pièce ou à tout le moins de l'échanger, les noirs pourraient casser la forteresse. Ils joueraient ici, ils ne reprendraient pas le fou, ils prendraient ici, avec l'un ou l'autre pion, peu importe. Et ensuite, ils auraient des possibilités de gagner. Bon, déjà, mon fou est enfermé, donc il va disparaître. Même si je prends ici, mon adversaire pourrait reprendre. Et maintenant, on peut croire que les deux tours sont enfermés par les pions blancs, mais en fait, pas vraiment. Les tours vont se sacrifier et ensuite rentrer dans la position. Par exemple, si je joue roi C2, il peut jouer quelque chose comme, il y a plusieurs coups possibles, mais imaginons quelque chose comme tour B6, et si le roi attend roi C3, j'ai déjà des combinaisons pour gagner. Il y a beaucoup de manières de gagner. Par exemple, tour prend B3 échec, pion prend B3, je pousse mon pion. Il est obligé de jouer roi B2, nouveau sacrifice en B3, et s'il prend le pion, c'est vrai que j'ai perdu un peu de matériel avec les noirs, mais j'ai toujours de la marge, j'ai la tour de plus, et la tour va faire des ravages, et la partie va être gagnée facilement par ce pion ici. C'est un exemple, les noirs avaient d'autres possibilités. Donc la forteresse ici ne tient pas, parce qu'en fait les pions sont disjoints, il y a trop de possibilités de sacrifice un petit peu partout pour ouvrir des lignes. Il suffit qu'une tour noire s'infiltre, et la position blanche est perdue, irrémédiablement. Donc, je reviens à cette position, c'est là qu'il ne fallait pas se tromper. Il fallait accepter de sacrifier son dernier fou pour fermer la dernière serrure. Regardez, je joue l'élégant E6. Échec au roi. Imaginons qu'il prenne le fou, il n'est pas obligé, mais s'il ne prend pas le fou, ça ne change rien. Je prends, et maintenant je ne bouge plus. Je joue, j'oscille avec mon roi n'importe où. Voilà, je joue par exemple roi E2. Mettons-nous à la place des noirs. Ils ont exactement 13 points d'avance, 2 tours et un fou. Le problème, c'est que la position est nulle. On ne peut pas gagner, on ne peut pas perdre non plus d'ailleurs. Un débutant réussirait à faire nul facilement parce qu'en fait, il n'y a pas de coups légaux qui perdent ici. Tous les pions sont bloqués. Donc la seule chose que je peux faire avec les blancs, c'est de bouger mon roi. Et que peuvent faire les noirs? Ils peuvent se promener avec leur fou, mais ils sont enterrés partout sur l'échiquier par les pions de case noire. Donc le fou ne rentrera pas. Et les deux tours non plus. Les deux tours sont enterrés par leurs pions. Alors, il y a un dernier piège, bien sûr. Imaginons qu'il joue quelque chose comme tour B6. Moi, j'attends avec mon roi, je ne fais rien. Il peut proposer de sacrifier sa tour. Par exemple, il joue tour B5. Et là, il peut espérer. Si les blancs sont un peu trop gourmands, disons, les blancs prendraient la tour, ce qui serait une catastrophe, parce que ça casse la forteresse. Ensuite, la position s'ouvre. D'ailleurs, j'ai l'impression que les noirs gagnent tout de suite. Ici, ils jouent C4. Voilà, ils ouvrent au maximum les lignes. Puis on prend C4, B3. Et sur pion prend B3, hop, c'est le petit dernier qui s'échappe pour aller se transformer en dame. Okay. Même si cette combinaison ne marchait pas, par exemple, si le roi blanc avait décidé de rester dans ce coin, le simple fait d'ouvrir une ligne aurait été perdant pour les blancs. Donc ici, la construction de la forteresse, eh ben, il faut simplement fermer toute la position. Attendez, là, je vous montre autre chose. Je pousse, échec, on reprend, et je ne bouge plus. Si je ne bouge plus, j'ai fait nul. Et ce, malgré le désavantage matériel énorme que subissent les blancs dans la position de départ. En fait, les noirs n'ont pas de coup pour gagner. Voilà. Quand on est mal parti, il faut se demander comment mon adversaire va gagner cette partie. Si on ne trouve pas de réponse à cette question, ben c'est normalement bon signe. Je vais vous montrer maintenant un nouvel exercice, toujours sur le même thème. Voilà, donc je vous ai mis une position
un petit peu plus complexe qu'on peut présenter un petit peu comme un problème. Nous avons les noirs ici, et les noirs doivent essayer de faire match nul. Alors, on s'aperçoit tout de suite qu'ils ont 2 pions de retard. Alors, les pions, pour l'instant, n'ont pas l'air très menaçants, les pions blancs. Hein, ils sont toujours sur leur case de départ, donc il y a du chemin avant qu'ils réussissent, soit l'un, soit l'autre, à se transformer en dame. Malgré tout, les noirs ont quand même de quoi être inquiets, parce que dans cette position, petit à petit, soutenus par leur roi, par leur fou, on peut imaginer qu'ils réussissent malgré tout à avancer et qu'au moins l'un des deux se transforme en dame et donc que les blancs gagnent. Ici, si on se souvient du premier exemple que je vous avais montré dans cette vidéo, on remarque tout de suite que les blancs ont ce qu'on appelle un peu dans le jargon des échecs, ils ont le fou de la mauvaise couleur. C'est-à-dire que les blancs ont un fou de case blanche et que le pion de côté est un pion qui va se promouvoir sur une case noire. Donc ça, c'est un élément très important. Pour l'instant, on ne voit pas très bien ce qu'on va en faire, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça permet de se dire, si jamais, suivez bien ma chaîne de raisonnement pour essayer de construire une forteresse. Là, j'ai les noirs, je ne vais pas essayer de gagner, je ne peux pas, j'ai insuffisance de matériel, même si je prenais toutes les pièces des blancs, ça serait match nul. Donc je vais essayer de faire nul. Donc je vais essayer de comprendre comment les blancs peuvent gagner. Les blancs peuvent gagner en faisant une dame, mais je m'aperçois que parmi les 2 pions qui existent, le pion H et le pion G, en réalité, le pion H ne me fait pas très peur. Parce que je sais que même si je perdais mon fou, il me suffirait d'arriver avec mon roi dans le coin et ça serait match nul. Donc le pion qui m'embête en réalité, c'est le pion G. Je dois me concentrer sur le pion G et essayer de l'éliminer, même au prix de mon fou. Parce que si jamais j'élimine ce pion G au prix du fou, la position sera nulle. Alors, quand j'ai formulé déjà dans ma tête ces quelques idées, j'essaye de trouver maintenant d'un point de vue extrêmement pratique un coup pour y arriver. Donc, on peut se dire, je vais attaquer le pion. Par exemple, je peux jouer, le coup le plus logique pour l'attaquer, c'est fou B7. Je joue fou B7 et sur un coup quelconque de mon adversaire, par exemple roi F2, hein, si mon adversaire suit les recommandations, il avance avec son roi et ses pions, là j'ai un coup magnifique qui fait nul, je joue sacrifice, fou prend G2, coup assez bizarre si on ne connaît pas la forteresse du mauvais coin, mais ça c'est nul très facilement. Sur roi prend, j'ai bien sûr calculé que mon roi est arrivé à temps sur la case H8. Bon, il n'est pas trop éloigné. Si le roi était en balade de l'autre côté, ça ne marcherait pas. Mais là, comme il n'est pas si loin de la case de promotion, il court vers la case de promotion. Les blancs font absolument ce qu'ils veulent. Ils poussent leur pion, ils poussent leur roi. Moi, je cours pour me cacher. Hop, et c'est nul. On a vu ça tout à l'heure. Il avance son roi, il fait ce qu'il veut. Moi, je reste au coin et ça va certainement finir en pâte d'une manière ou d'une autre. Voilà, il joue quelque chose comme roi G6, roi H8, et il joue ce qu'il veut, par exemple H7, ça va finir en bas. Bon. Ça, c'est le premier élément de la réflexion, mais on peut se demander, est-ce que cette idée de forteresse, mon adversaire ne peut pas la casser, ne peut pas se défendre ou trouver quelque chose de malin pour m'empêcher de la réaliser? Et en fait, ici, il peut. Il peut s'apercevoir que le sacrifice du fou, c'est une menace. Et ici, moi, si j'étais les blancs, je proposerais simplement un coup comme G3. En fait, les blancs vont essayer d'avancer leur pion en empêchant toujours le pion G de se faire échanger, même contre leur fou. Et c'est pas sûr du tout que les noirs arrivent à faire nul. Maintenant, si les noirs essayent par des méthodes plus traditionnelles de bloquer les pions, ils vont peut-être y arriver, mais c'est pas sûr. Vous voyez, je joue des coups un petit peu au hasard, j'empêche le roi de se rapprocher. Ensuite, je joue échec, je fais attention que le fou ne puisse jamais, le fou des noirs, ne puisse jamais s'échanger contre le pion G. Et petit à petit, j'avance, en faisant toujours donc très attention. Et on s'aperçoit que les noirs sont obligés de reculer, le roi participe, ils sont obligés de reculer, le roi participe, les pions avancent. Et je vais peut-être finir par obtenir ce que je veux. Voilà. Alors là, par exemple, je ne vais pas évidemment avancer mon pion à G6, mais je vais peut-être avancer avec mon roi. S'il attend, j'avance avec mon roi. S'il continue d'attendre, je vais récupérer la case G6 avec le fou pour chasser le fou de la diagonale. Si le fou s'en va, j'ai plusieurs moyens de progresser. Je peux jouer fou F7, je peux jouer fou F5. Bon. Peut-être les noirs vont réussir à faire nul, mais c'est très incertain. Donc, on va revenir à la position de départ parce qu'ici, ils ont un très joli fou qui permet de faire nul tout de suite. Bravo à ceux qui l'ont trouvé parce que c'est pas facile. C'est le coup suivant, fou H. Alors,
C'est extrêmement paradoxal, c'est une position, on a déjà du matériel de retard, on a 2 pions de moins et on n'essaye pas de les récupérer, on donne la dernière pièce qui nous reste. Mais pourquoi on fait ça? Toujours pour la même idée, je veux échanger mon fou contre le pion G2 parce que je sais qu'en faisant ça, j'obtiendrai ma forteresse. Mais je ne veux pas que le pion G2 puisse s'enfuir, comme dans la variante que je viens de vous montrer. Et en plaçant le fou en H3 plutôt qu'en B7 pour l'attaquer, eh ben, je m'aperçois que le pion ne peut pas bouger parce que le coup que je proposais tout à l'heure, G3 ici, c'est un coup illégal parce que le pion est cloué, il y a le roi derrière. Donc, quelles sont les options des blancs? Ils peuvent se déclouer et bouger leur roi, mais dans ces cas-là, j'ai obtenu ce que je voulais. Fou prend G2, nul. Ils peuvent prendre le fou, évidemment, c'est le coup le plus logique. Mais ça, c'est pareil, le fait qu'il y ait 2 pions, il pourrait y en avoir 3 ou 4, des pions doublés, triplés, quadruplés sur la colonne H, ma forteresse tient toujours. Ça ne change rien. Je vais me cacher au coin, il joue ce qu'il veut, et le fait qu'il y ait un pion supplémentaire sur la colonne H, ça ne n'aide pas les blancs, ça n'aide les blancs en rien. Je vais osciller entre G8 et H8. Si le fou se met sur l'autre diagonale, je vais osciller entre H7 et H8. Si le roi se rapproche trop, ça va être patte. Et si le roi ne se rapproche pas, bon, je bloque le pion. Ça, c'est nul, très, très simplement. Donc, cet exemple pour vous montrer que si vous connaissez ce genre de forteresse, vous pouvez faire nul dans des positions qui avaient l'air a priori désespérées. Je vais vous montrer maintenant un dernier problème, alors celui-là beaucoup plus complexe. Voilà la nouvelle position que je vous propose. Alors, cette position, c'est ce qu'on appelle une étude. Alors, une étude, ce n'est pas une position qui est tirée d'une vraie partie, c'est un compositeur, on appelle ça, comme pour la musique, un compositeur qui a créé un problème particulièrement difficile ou particulièrement joli ou esthétique, qui permet par une solution inattendue, qui permet de trouver des problèmes extrêmement complexes. Alors cette étude, elle a été composée par un très fort joueur, un joueur soviétique qui s'appelle Vassili Smyslov. Alors Vassili Smyslov, c'est un joueur qui a été champion du monde, ils ne sont pas nombreux, ils sont je crois 17 depuis que ça existe. Il a été champion du monde en 1957, je crois, de 57 à 58, il n'est pas resté longtemps. Mais malgré tout, c'est un des très grands joueurs de l'histoire des échecs. Et il s'amusait, entre les compétitions, à composer des études. Alors, cette position, elle est intéressante, elle illustre parfaitement le concept de forteresse. On peut, avant de chercher des coups, c'est aux blancs de jouer, hein, bien sûr. Ici, je pourrais vous dire déjà l'énoncé du problème, c'est les blancs jouent et font match nul. Alors, égalité matérielle parfaite, roi fou 5 pions contre roi fou 5 pions, mais après une brève analyse de la position, on s'aperçoit que les blancs ont un problème qui a l'air totalement insurmontable, c'est le pion A4 des noirs qui file la dame et personne ne peut l'arrêter. Le roi blanc n'est pas dans le carré. Le carré, je vous rappelle, c'est cette zone, voilà, cette zone que j'entoure de flèches, qui permettrait au roi blanc, s'il était dedans, de courir pour arrêter le pion, mais là, il est carrément bien éloigné, il est à 2 cases d'écart. Donc, il peut pas courir l'arrêter, il va se transformer, et on s'aperçoit que le fou noir, enfin 2 cases noires des blancs, pardon, est lui aussi un peu emmuré par ses propres pions, et donc n'a pas de chemin pour arrêter le pion. Alors, dans cette position, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui abandonneraient. Ils se diraient, ben oui, le pion fait dame, je ne peux pas l'arrêter, et puis quand mon adversaire aura fait dame, voilà, je peux abandonner. En réalité, ils ont une défense très très élégante, les blancs, fondée sur le principe de la forteresse. Ils vont se dire, j'essaye de résumer le cheminement de pensée ici. Donc déjà, il faut avoir le courage de ne pas abandonner tout de suite et d'essayer de se creuser la tête pour trouver une solution. Et la solution, elle est étrange, c'est de laisser les noirs faire dame. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, c'est vrai que le fou des blancs est un peu emmuré par ses propres pions, mais on s'aperçoit que le fou des noirs aussi. Le fou des noirs n'est pas très brillant. Il est enterré par ses pions. Malgré tout, il est enterré, mais on pense qu'il va pouvoir sortir parce qu'un jour ou l'autre, les noirs vont jouer D6, ils vont avancer ce pion, ils vont proposer un échange, et quand l'échange sera fait soit par les blancs, soit par les noirs, peu importe, le fou pourra rebondir par derrière et puis se trouver une nouvelle diagonale, et avec la nouvelle dame plus le fou, les blancs seront perdus. De même, on s'aperçoit aussi que le roi, pour l'instant,
n'a pas l'air de participer à l'attaque, mais il pourra, par un chemin un peu long, mais malgré tout, il pourra rentrer dans la position des blancs, et roi plus dame plus fou, ça sera perdu. Donc, l'idée des blancs ici, c'est de, pendant les 3 coups qui restent avant que les noirs obtiennent leur dame, c'est de ne pas chercher à empêcher les noirs de faire dame, ils n'y arriveront pas. C'est de bloquer les 2 autres pièces des noirs, le roi et le fou, de les enterrer vivantes, de les emmurer. Ensuite, ils vont se retrouver dans une situation où les noirs auront une dame, mais une dame seule. Et pour faire échec et mat, aux échecs, normalement, on a besoin de 2 pièces. C'est très très rare les maths où il n'y a qu'une seule pièce. Vous allez me dire, il y a le mat du couloir, le mat à l'étouffée, mais dans ces cas-là, en fait, les pièces blanches jouent le rôle des pièces noires en bloquant leur propre roi. Ici, notre roi, il ne va pas être bloqué par ses pièces, hein, il est à l'air libre. Donc, même si l'adversaire a une dame, alors évidemment, il y aura des échecs dans tous les sens, mais il n'y aura sans doute pas d'échec et mat. Donc, ce qu'il faut, c'est enterrer le roi et le fou, créer une forteresse et ne plus bouger. Alors, on va commencer. Je peux vous laisser chercher d'ailleurs. Hein, vous pouvez avant de. Là, je vous conseille d'ailleurs, avant d'écouter mes explications, de chercher cette position un petit bout de temps. Je vais vous donner le premier coup, c'est fou G5 échec. Alors, l'ordre de coup est très important. Je vous expliquerai après pourquoi l'autre ordre de coup ne marche pas. Échec. Ici, le roi a 3 cases possibles, E8, F8 ou F7. Mais, mettons-nous à la place des noirs, les noirs, malgré tout, veulent faire dame. Et on s'aperçoit que si le fou blanc réussit à atteindre la case D8, il va arrêter le pion. Par exemple, sur roi F7, je joue simplement fou D8, mon adversaire pousse, je cours, par exemple, ici en A5, il pousse, et j'ai juste le temps, in extremis, de me placer en C3, j'arrête le pion, et ça sera certainement match nul. C'est une position de fou de couleur opposée, donc le fou blanc, même s'il parvenait à sortir, ne contrôlera jamais la case A1, et ça, c'est nul assez facilement. J'en reviens à la position de départ, remettons-nous dans la peau des noirs, et disons, pour éviter que le fou blanc ne puisse sortir de sa prison, je suis obligé de me placer en E8. Comme ça, la manœuvre fou D8, la manœuvre en Z, fou D8, fou A5, fou C3 ne marche pas. Sur fou D8, il y aurait simplement roi prend D8. Voilà, et c'est ici qu'il y a le coup vraiment spectaculaire de l'étude, c'est qu'on n'essaye plus d'arrêter le pion. On va emmurer le roi et le fou. Regardez, en plaçant le fou sur la case G5, je contrôle la case D8. Donc le roi ne peut plus sortir, le fou aussi. Donc je joue simplement le coup D4. Alors, on pourra regarder après quelles sont les autres options des noirs ici, mais malgré tout, il faut regarder la variante principale. La variante principale, elle est linéaire, c'est il va faire dame. Je pousse, je ne m'en occupe pas. Il pousse à 2. Alors, je peux m'arrêter une seconde. Que se serait-il passé s'il avait décidé de prendre le pion? Après tout, il pourrait se dire, mon pion est bien avancé, je commence par prendre les pions. Ici, les blancs ont une technique pour faire match nul, c'est que en faisant ça, enfin, quand les noirs ont décidé de jouer E prend D5, ils m'ont libéré ce pion que je vais sacrifier avec grand plaisir, parce qu'en le sacrifiant, j'ouvre la grande diagonale noire, et donc mon fou pourra venir arrêter le pion. Regardez, je pousse. S'il décide de pousser à 2, in extremis, je peux jouer fou F6. Et très étrangement, ça c'est une des caractéristiques des finales de fou de couleur opposée, malgré mes 2 pions de moins, c'est nul et c'est même nul très facilement. Pourquoi? Parce que en fait, tous les pions noirs sont sur case blanche et en fait, je fais une blocade sur case noire qui est impossible à casser. Je me contente de bouger le long, par exemple, s'il m'attaque le fou, je me contente de bouger le long de la grande diagonale noire et il n'y a pas moyen de casser la blocade. Vous voyez, et j'attends. Et en fait, vous pouvez regarder, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez essayer de tourner les pièces un petit peu dans tous les sens. Là, je ne vais pas vous donner de variante parce qu'il y a plein de coups possibles de part et d'autre, mais il n'y a aucun moyen pour les noirs de progresser. Les pions sont bloqués, ils sont bloqués sur case blanche et ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. Donc là, c'est en fait une deuxième forteresse dans cette analyse. Mais malgré tout, on a l'impression que c'est secondaire parce que ici, on se dit évidemment, les noirs vont faire une dame. Et ça va régler la question de manière définitive. Ils vont faire promotion dame. Donc, plutôt que de prendre
les blancs jouent D6, 1, promotion dame, et maintenant, voilà, ça c'est la position de base de la forteresse. Il fallait avoir vu dans sa tête que cette position allait arriver sur l'échiquier, et essayer de se dire, si je suis les blancs, si je ne fais rien, c'est-à-dire, il y a plusieurs manières de ne rien faire ici, je peux me contenter d'osciller avec mon fou sur la diagonale noire, je peux me contenter d'attendre avec mon roi sur ces cases-là. Si je ne fais rien, comment les noirs vont-ils gagner? Alors, il y a un moyen de gagner, ça serait de prendre le pion H2 et ensuite petit à petit avec la dame de remonter la chaîne de pions. Donc il ne faut pas par exemple que les noirs puissent jouer dame H1, parce qu'auquel cas le pion H2 serait perdu et ma forteresse serait sans doute cassée. Mais si je me contente de jouer roi G2, voilà. Avec comme plan, si la dame reste ici sur la première rangée, je bouge mon fou sans rien faire, et si la dame me fait des échecs, eh ben j'attends à côté de mon pion H2 et je ne bouge plus. Que peuvent faire les noirs? Alors évidemment, ils peuvent faire des centaines d'échecs dans tous les sens, sur les verticales, les diagonales, les horizontales, mais ils ne vont pas me faire échec et mat, ils n'ont que leur dame. Ils ont besoin d'une deuxième pièce. Laquelle? Les 4 pions sont bloqués de manière définitive. Le roi. Le roi est emmuré. Est emmuré parce qu'il ne passera jamais par la case D8 à cause du fou de case noire. Et tant qu'il ne passe pas par la case D8, eh ben, il n'y a pas de moyen de le faire sortir de la cage. Et le fou est également emmuré. Il n'y a pas de moyen de réussir à le sortir. Donc en fait, cette position, elle est nulle. Il n'y a pas de moyen de gagner parce que les autres pièces ne peuvent participer à la défense. Alors, il y a juste une dernière chose à voir. Vous pouvez là, c'est pareil en fait. Ce serait intéressant que vous essayiez de bouger les pièces, mettez-vous dans la peau des noirs, essayez de percer cette forteresse. Vous voyez que c'est pas possible. Alors, il y a une tentative intelligente. Ça serait de se dire, Madame ne me sert à rien parce qu'elle est toute seule, à cause de ce fou qui emmure le roi. Donc, on peut proposer un sacrifice comme ça. Échec au roi. Donc, attention, je dois aller en G1. Je ne dois jamais laisser la dame atteindre la case H1. Et ensuite, de jouer quelque chose comme dame D8. En se disant, je propose l'échange du fou contre madame, mais au moins, ça permettra à mon roi de sortir. Alors, c'est vrai. Et là, les noirs peuvent se dire à première vue, bah, je m'en sors parce que j'ai une finale avec un fou de plus. Mais en réalité, le fou est toujours emmuré. Donc, en fait, c'est une finale roi contre roi. Les pions sont bloqués. En fait, les blancs ont même un pion de plus. Mais enfin, il ne sert à rien. Je ne vais pas casser ma forteresse simplement pour le plaisir d'avancer ce pion. Mais simplement, je vais monter, faire opposition au roi des noirs pour qu'il ne puisse pas monter trop loin. Et puis, ça va être nul. Voilà. Donc, du coup, par exemple, roi C6, je joue roi C4. Il n'y a pas de moyen de progresser. Donc, cette position, elle est nulle malgré la dame de pouce. Voilà, c'est une étude de forteresse. Alors, avant de finir, je voulais revenir à la position de départ parce que c'est souvent intéressant dans les études, il y a des pièges. On pourrait croire qu'en fait les deux idées, enfin l'idée de pousser le pion et de faire échec pour bloquer le roi, elles sont équivalentes. Donc moi j'ai commencé par fou G5 échec, mais on pourrait croire que j'aurais très bien pu commencer par D4, ça change rien. En réalité, ça change tout. Si je commence par D4, c'est pour ça qu'il faut être très précis dans la construction de la forteresse. Les noirs ont un moyen de casser la forteresse. Je vous montre. Sur D4, A3, fou G5, eh ben les noirs ici ont la possibilité de jouer roi F7, alors que tout à l'heure ils étaient obligés de venir en E8. Pourquoi? Parce que sur roi F7, la variante que j'ai fait tout à l'heure, la défense en Z pour arrêter le pion, elle ne marche plus parce que j'ai un temps de retard. Quand il pousse, j'ai pas le temps d'arriver en C3, j'arrive un coup trop tard, et du coup il fait dame, et le fou n'étant plus sur la bonne case, le pion n'est pas arrivé ici, il n'y a pas du tout de forteresse, et là ça va s'écrouler très vite. Et on pourrait croire que sur roi F7, tout à l'heure, la défense qui marchait, c'était les sacrifices du pion. Je poussais le pion D5, sur pion prend, je jouais E6, et mon fou contrôlait la grande diagonale. Mais le problème, c'est que le roi étant E7, il peut même prendre d'ailleurs avec le roi, et maintenant, le fou n'a plus accès à la case F6 pour bloquer le pion, et maintenant, du coup, ce pion, je ne peux plus l'arrêter. Et là, il n'est plus question de forteresse, hein. Il y a des pions passés, le roi est sorti, là, les blancs peuvent abandonner. Il n'y a aucune défense possible. Voilà. Donc, bon, cet exercice était très, très difficile à trouver, évidemment, mais le simple fait d'y avoir réfléchi, déjà, ça permet de comprendre que même dans les positions qui ont l'air le plus désespérées, souvent des positions où on sent qu'il y a un thème de blocage, hein, malgré tout. Là, la position est quand même très fermée. Donc, malgré le déficit matériel, les blancs peuvent essayer de se dire, est-ce que je ne peux pas construire
une forteresse pour empêcher mon adversaire de profiter de son énorme avantage matériel. Bon, dans cet exemple, c'est une dame. Une dame, normalement, ça doit gagner 99 fois sur 100. Mais bon, il y a des cas où on peut s'en sortir. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous en proposerai une pour la semaine prochaine. Merci, au revoir.